Eh bien, revoilà Pierre. Alors là, que vous avez vu et que vous allez voir notre guest star de la journée. Bonjour à Il tous. est là tout au long de la journée. Bonjour Solveig. Bonjour. Bonjour. Solveig Combrouz de Spark Archive et Quentin Riac de Spark Archive. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est bon, tout fonctionne? Tout fonctionne. Tout a l'air de fonctionner. Ok. Alors vous avez peut-être entendu Stéphanie qui nous disait que le projet qu'elle avait mené était bien sûr de diminuer le volume de papier, mais c'était pas pour créer justement de la data supplémentaire et on chargeait le cloud, les serveurs et tout le reste, et que c'était pas super ni éco-responsable ni et que c'était énergivore aussi, et que c'était peut-être pas, voilà, que ça crée des vracs numériques qui étaient infects à gérer ensuite. Et justement, ça va être notre sujet, avec donc d'un côté Pierre Fuseau, directeur général de Sarda Conseil, qui va nous replanter le décor justement de l'empreinte carbone de la gestion de l'information du vrac numérique. Et puis Solveig Combrouz et Quentin Riac de Spark Archive. Et là, vous allez nous dire comment Spark justement adresse cette problématique, puisque vous avez une petite nouveauté à nous présenter, une grosse nouveauté à nous présenter dans ce domaine. Je ne me trompe pas, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Une solution qui permettra de traiter le vrac numérique, effectivement. Eh ben alors voilà, vous allez nous montrer comment ça marche. Pierre, c'est toi qui vas planter le décor. Merci. Alors, je voulais rebondir déjà sur ce que disait Hugues Lebar quand tu as parlé effectivement d'empreinte carbone, et donc il a parlé effectivement de CSRD qui devient effectivement une obligation pour les grandes structures dans pas très très longtemps. Et il a parlé de qualité de la donnée et il a parlé de faire moins de volume pour faire plus de qualité. Donc ça, c'est vraiment un point important. L'objectif étant d'éviter les gaspillages et il a utilisé un terme qui s'appelle la frugalité. Voilà, donc je voulais juste faire le lien parce que c'était vraiment de la part d'un expert de la data un élément intéressant et on va y revenir. Sachant effectivement que je voulais partager également la raison d'être de Groupe Cerda Archimag dans notre nouvelle organisation et nouveau modèle qui s'appelle la Perma Entreprise, qui est accompagner les organisations. Bon, ça, je n'y reviens pas, mais pour préserver leur mémoire et partager le savoir. Donc, il y a des enjeux effectivement de gouvernance de l'information là-dedans, dans un monde digital, en adoptant une démarche de sobriété numérique centrée sur l'humain. Voilà. Donc, je voulais juste partager ça parce que c'était un point important. Et tout de suite, je voulais dire, quand on parle d'empreinte carbone, quand on parle de RSE, très clairement, quand on parle de données, de data, de documents, surtout sur le numérique, c'est hyper concret, hyper pratique. Là, si on prend par exemple l'exemple d'un ordinateur, votre ordinateur portable que vous avez dans votre vie de tous les jours professionnelle et personnelle, évidemment, et bien très clairement, on a l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre qui s'effectuent au moment de la fabrication. Et pour la fabrication, il y a évidemment, pour créer ces 2,3 kilos en moyenne de machines, il y a besoin effectivement de bouger et de traiter 700 kilos de matières premières, puisqu'il faut extraire, c'est du minerai en fait, des minerais à extraire. Et du coup, on a tout de suite 120 kilos de CO2 qui sont générés par tous ces différents éléments. Donc, il y a cette fabrication. Ensuite, il y a le transport jusqu'à presque chez vous, puisque c'est souvent en Chine et donc ça arrive effectivement en Europe. Il y a la distribution, 17% des émissions, et puis il y a la fin de vie. Et entre les deux, il y a l'usage. Alors l'usage, vous voyez, c'est très très réduit, c'est-à-dire en fait c'est 14% des émissions. Et donc 14% des émissions, ça correspond globalement aux émissions issues de l'énergie, c'est-à-dire vous le branchez, vous l'utilisez, donc du coup effectivement ça émet du gaz à effet de serre. Alors, dans tous ces différents éléments, votre ordinateur, vous allez me dire, bah oui, mais bon, mon seul ordinateur de travail, comment m'en séparer? Bon, on va vous le laisser pour l'instant, pas de problème. En revanche, peut-être que vous en avez un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, je ne sais pas. Donc déjà, on peut se réfléchir sur effectivement le nombre de devices, c'est-à-dire vous avez deux tablettes, vous avez une tablette dans chaque maison, etc.
Et puis, nécessairement, si vos utilisations sont extrêmement croissantes, comme avec l'IA ou comme avec vos usages, je dirais, professionnels ou personnels, le streaming par exemple, etc., eh bien, vous allez évidemment pouvoir réduire et donc réduire les serveurs dans les clouds, etc. Et c'est là où ça devient effectivement très intéressant parce que c'est du concret et du pratique. Donc voilà. Alors, on va passer effectivement à la slide suivante. Alors, la slide précédente. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est l'étude de l'ADEME ARCEP, donc c'est très récent, hein, puisque ça date de 2023, et donc ça fait des projections jusqu'en 2030. Alors, sachant que le numérique, aujourd'hui, a une empreinte carbone de 2,5% en France et une moyenne de 5% au niveau mondial. C'est l'équivalent de tout le fret marchand sur la voie maritime, qui est autour de 4%. Ou de l'aviation civile à 2,5%. Ils sont partis du principe que dans les 6 prochaines années, c'est-à-dire 2024 jusqu'à 2030, en 6 ans, si on ne fait rien, si on ne bouge rien, on a une augmentation de 45% des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la partie en haut à gauche. On a des minerais et métaux donc à plus 14% et la consommation électrique de 4%. Je ne fais pas le détail sur les intermédiaires, mais je vais tout de suite à la couleur bleue en bas à droite. Et donc, si effectivement on travaille sur la réduction des données, sur le traitement, l'équivalent, le traitement des vracs, etc., on va réduire l'impact en combinant différentes mesures dont on va reparler. Et donc, on va arriver à baisser l'empreinte carbone de moins 16%. Les minerais avec les réutilisations, le recyclage en fait des machines à moins 30%. Et puis au niveau électrique, on devrait être en objectif à moins 52%. Bon, voilà. Vous voyez dans 6 ans, on peut imaginer que cette frugalité, ça va être très très dur de l'obtenir. Mais voilà les différentes projections qui étaient intéressantes effectivement à partager. Alors, du coup, moi je reviens à l'histoire de quoi on parle quand on parle de gouvernance de l'information et des données, évidemment. Et donc, pour pouvoir maîtriser et gérer ce type de choses, ce qui est intéressant, alors, je pense que vous connaissez lorsque vous allez dans votre supermarché le Nutri-Score, le fameux Nutri-Score où on va regarder est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, etc., etc. Donc, est-ce que votre Nutri-Score de numérique pour votre signature électronique, est-ce qu'il est bon? Est-ce que votre Nutri-Score de numérisation de votre courrier, il est bon aussi, etc., etc. Est-ce que votre archivage est bon, etc. Et donc, à partir de là, on s'est posé la question et on a dit, on a besoin d'un Nutri-Score. La question, c'est comment calculer le Nutri-Score. Et donc, la slide suivante, qui correspond à les méthodes de calcul du Nutri-Score que je vais vous présenter juste après et que vous connaissez probablement pour l'avoir déjà consulté, eh bien, on est parti sur la méthode Carbone 4, qui est la méthode BGES réglementaire au niveau international pour calculer l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, en prenant l'ensemble des scopes. Alors ça, j'insiste beaucoup parce que très souvent, on regarde la consommation électrique, on dit ouais, on est super bon, on a acheté un nouveau matériel et ce nouveau matériel, il est moins énergivore, donc je l'ai gagné. Ben non. En fait, il faut calculer tout autour, c'est-à-dire à la fois le fonctionnement, mais également l'achat et également le bâtiment qui va héberger les données, donc le data center par exemple, ou éventuellement si on parle de papier, votre armoire et également le stock d'archives qu'il y aura effectivement par ailleurs. Donc il faut effectivement compter ce fameux scope 3. Et donc du coup, on est parti sur 3 hypothèses pour traiter cet équivalent d'empreinte carbone. D'abord, on a travaillé sur effectivement tout le processus, c'est-à-dire de bout en bout. Un courrier qui arrive, il est traité, il est dépouillé, il est ouvert, il est numérisé, il est contrôlé, il est indexé. Il y a de l'IA qui reprend peut-être, qui aide, mais qui consomme beaucoup aussi d'énergie et beaucoup de machines. Donc, on a analysé tous les processus de manière extrêmement détaillée
Par exemple, un archivage court sur 10 ans, un archivage long sur 50 ans, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les matériels. Donc, on a besoin de combien de VM, donc d'ordinateurs, de serveurs physiques. Combien de durée de vie? Est-ce qu'on fait les 3 ans ou les 4 ans ou les 5 ans, voire plus? Combien de disques? Quelles sont les quantités de données? Est-ce qu'on travaille en téra, en péta, etc. Quelle énergie va être consommée? Et à la fin de vie du matériel, la masse à recycler, elle est en combien de tonnes en fait, hein. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, et ça c'est un point que je voulais partager avec vous parce que c'est super important, c'est ce qu'on appelle l'incertitude. En fonction de votre configuration, en fonction si votre data center il est en énergie avec de l'eau, enfin en réduction de température avec de l'eau, avec de l'air, avec de l'huile, eh bien ça va être effectivement différent. Et donc on a des mix qui sont effectivement reconnus par les experts de l'ADEME en particulier. Par exemple, sur le mix électrique, hein, puisque vous avez à la fois du nucléaire, mais aussi de l'hydroélectrique, mais également un peu de gaz, etc. On a une incertitude grosso modo de 10%. Donc, quand on calcule la consommation électrique, on est toujours sur une incertitude de 10%. La fabrication du papier, quand on veut effectivement faire le pendant du papier, ben, c'est 20%. Un ordinateur, c'est 50%. Et un service numérique, c'est-à-dire développement de logiciels et installation et accompagnement, etc., on est sur du 100%. Donc, on a pris tous ces 3 points et on a réalisé des mini-bilans carbone qui ont donné le résultat que vous connaissez probablement, qui correspond effectivement aux différents indicateurs, aux différents points de mesure dans une gouvernance de l'information. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point important. Et on a capitalisé là-dessus, évidemment, et on est parti sur est-ce que quand je dis par exemple le papier, il y a photo, on ne sait pas, peut-être que l'électronique c'est un meilleur stockage que le papier, ou le papier c'est un meilleur stockage que le. C'est très confus tout ça. Et donc très factuellement, on a fait les calculs de manière extrêmement précise et claire, hein. On est parti sur une base des émissions pour un fichier ou l'équivalent en papier de 1 mégaoctet que je conserve pendant 5 ans et je suis parti sur la valeur basse de l'empreinte carbone, donc du bilan carbone que nous avons calculé. Et donc, quand on parle de gouvernance, hein, on voit tout de suite que comment faire pour que la même information, la même capacité de data puisse avoir plus ou moins d'émissions de charge carbone en fait par rapport effectivement à vos objectifs de RSE. Alors déjà, l'email c'est un peu le pire du pire en termes d'électronique, hein, on est bien d'accord. En termes d'électronique, un email, il est de toute façon quand il y a une pièce attachée d'1 méga, envoyé sur une moyenne de 14,4 boîtes aux lettres. Donc ça, en principe, quand on fait les calculs, toujours sur 5 ans, etc., on est à 244 grammes pour 1 méga. Ensuite, là, on commence à faire de la bonne pratique, c'est-à-dire je mets en gestion électronique de documents, la gestion électronique de documents avec IA ou sans IA. Donc là, on est effectivement sur valeur basse, valeur haute, évidemment. On va réduire, on va stocker un fichier avec son backup, hein, évidemment, avec sa sauvegarde. Donc on est à 17,7 grammes. Et à partir du moment où j'ai besoin d'envoyer et de partager l'information, je vais envoyer et partager des URL, donc des liens qui vont permettre effectivement d'accéder en streaming aux documents, mais de ne pas déplacer en fait le stockage. Donc là, on voit que le coefficient par rapport à une messagerie, on est à moins 13. On fait fois moins 13. Ensuite, je pousse plus loin. Si je mets en archivage long, donc en système d'archivage électronique, hein, SAE, eh bien, je tombe à 0,8 grammes pour 1 méga, et le tout toujours pour 5 ans, hein. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, du coup, on arrive à moins 22 fois par rapport à la GED et moins 300 fois par rapport à un email. Donc voilà, déjà,
quand on parle de gouvernance des données numériques, on est sur cette problématique de cycle de vie et de pilotage plus ou moins automatique pour effectivement passer en cycle de vie d'un fortement carboné à un moins carboné. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, oui, mes questions, si j'avais mon papier que je laissais dans ma cave, etc., bon, qu'est-ce que ça ferait? Eh bien, de manière tout à fait contre-intuitive, le papier est largement plus émissif que l'électronique. Ça, c'est quelque chose qui est calculé, calculable et démontrable. Il y a beaucoup, effectivement, on dit souvent, oui, Pierre Fuseau, il est paper bashing. Non, non, je fais des calculs, très simplement. Et donc, le classement papier, donc l'équivalent de la GED, hein, quelque part, on est à 2,5 kg. Donc, on est à 51 fois plus que la GED, mais moins que l'email, vous voyez. Et l'archivage papier, donc, en masse, donc dans des conteneurs, dans des boîtes d'archives dans des conteneurs, etc., on est à 54 grammes. Donc, on est à 67 fois plus que un SAE, donc un archivage électronique. Voilà, je voulais vraiment partager ça parce que c'est un point important. Donc, gouvernance de l'information responsable, c'est piloter les supports, hein, les changements de support, et c'est piloter également le cycle de vie pour effectivement décarboner au maximum. Et quand on a terminé de décarboner, eh bien, l'objectif étant de compenser. Et là, c'est juste un témoignage parce qu'effectivement, au niveau du centre de formation de Serdar Archimag, eh bien, nous compensons tous les éléments d'émissions carbone de nos chers clients stagiaires. Et donc, vous voyez, là, on est sur un exemple de la forêt bleue, donc des plantations de forêt. On est globalement sur une centaine d'euros la tonne. C'est à peu près, en Europe, c'est ça, c'est à peu près cet ordre de grandeur, c'est une centaine d'euros en fait. Et donc, l'autre jour, j'étais à La Rochelle, donc j'ai été voir ce qu'on finançait. Que ça soit pas du bullshit, que ça soit de la vraie réalité. Et donc, voilà, la photo de droite que j'ai prise, la forêt est en train de pousser. Voilà, on est très très heureux de partager ça avec vous. Eh bien, merci Pierre pour toutes ces infos. Alors, je vais me tourner vers Solveig, puisque avant que vous nous présentiez cette solution qui va permettre de traiter les vracs numériques, peut-être présenter Spark Archive à ceux qui ne connaisseraient pas l'entreprise et ceux qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui viennent de se connecter, bienvenue. Effectivement, donc Spark Archive, donc on va vous parler de sobriété numérique. Donc à ça, on a une réponse, effectivement, une solution qui va sortir fin juin, qui permettra de traiter le vrac numérique. Alors historiquement, effectivement, en chiffres, donc nous on fait partie de Kli Group. Le groupe a 36 ans d'expérience. 36 ans d'existence, pardon, et Spark Archive a été créé, lui, il y a une quinzaine d'années par rapport à un besoin très spécifique d'une entreprise assez connue dans le monde des assurances. Et donc, a été créé, en fait, le premier SAE Spark Archive. Parce qu'effectivement, historiquement, on est un éditeur d'SAE. Donc, la petite histoire de Kli Group, ça a été créé par 3 techniciens et on leur donne raison au vu de la croissance des chiffres. On est arrivé maintenant à peu près à plus de 1000 collaborateurs. Donc, c'est sûr que c'est une belle réussite. Donc, on va pas s'attarder sur la partie SAE, même si j'en remercie Pierre pour ces chiffres, pour ces métriques qui prouvent qu'on est une solution qui est une des moins énergivores, en tout cas dans ce que vous avez pu comparer. Actuellement, Spark Archive, nous, on est présent sur différents secteurs. Donc, on a des secteurs de prédilection. Si on peut changer de slide. Alors peut-être, Solveig, vous pouvez, à la limite, vous pouvez passer les slides. Tout le monde a la main sur les slides. Donc, ok, j'étais pas sûre. Si, tout le monde a. On fait tout ce qu'on veut. Donc, je vais me faire un café, je reviens.
Donc, on a des secteurs de prédilection hein, aujourd'hui, autant sur le public que sur le privé. Donc, banque, administration, santé, industrie, luxe, légal. Et on a aujourd'hui quelques références là qu'on peut voir effectivement à l'écran pour vous montrer un peu l'envergure des sociétés avec lesquelles on travaille. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Quentin Riac, qui est Product Owner chez Spark Archive et qui va pouvoir vous présenter justement cette solution, cette nouvelle solution effectivement que Spark Archive a édité, qui permettra de traiter le vrac numérique. Donc bonjour, donc dans un premier temps, moi je vais vous expliquer les enjeux du vrac numérique, dans un second temps les fonctionnalités, et puis enfin la feuille de route que nous avons imaginée pour ce futur produit. Donc quels sont les défis à relever pour permettre de traiter un vrac numérique? Il faut savoir que le vrac numérique, c'est une situation où les données d'une entreprise sont mal organisées, incohérentes, difficiles à trouver et à utiliser. Cela peut entraîner de nombreux problèmes, notamment une mauvaise prise de décision, une perte de temps ou encore une perte de productivité des collaborateurs. Nous avons tous été déjà confrontés à ce scénario hein, où on sait que le document existe, mais on ne sait pas où. Donc on va passer beaucoup de temps à le retrouver et une fois que c'est fait, on n'est pas à l'abri qu'il ne s'agit pas de la dernière version. Donc un des objectifs principaux du traitement du vrac numérique, c'est d'harmoniser les documents afin de faciliter le travail des collaborateurs. Outre les défis opérationnels et financiers, le vrac numérique peut également avoir des implications importantes au niveau RSE. En effet, une mauvaise gestion des données peut avoir un impact négatif sur l'environnement. Un stockage et un traitement de données inefficaces vont consommer beaucoup d'énergie et de ressources, ce qui contribuera du coup au changement climatique, notamment par rapport à tous les indicateurs qui ont pu vous être présentés tout à l'heure. Il est donc bien entendu important d'améliorer sa stratégie de la gouvernance documentaire afin d'identifier tous les documents qui ont une valeur probante, de conserver également les documents qui ont besoin d'être conservés légalement, d'identifier les documents inutiles, qui ça peut être des documents antérieurs, des doublons ou des choses de ce type-là, afin vraiment de conserver uniquement ce qui a encore du sens. En fait. Et en investissant dans une application de traitement du vrac numérique, les organisations peuvent du coup démontrer leur engagement envers la gestion documentaire et les pratiques éthiques associées. Par rapport aux fonctionnalités, donc nous, la vision utilisateur que nous avons voulu mettre en place, c'est de créer une expérience fluide et intuitive qui va permettre aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches rapidement et efficacement. Pour cela, on a fait appel à des équipes d'UI et du design afin de créer dans un premier temps des maquettes, puis de développer les écrans finaux. Il s'agit d'une solution qui sera disponible en mode SaaS. On aura donc une seule version pour l'ensemble de nos clients et elle bénéficiera automatiquement des évolutions futures qui seront effectuées au fil de l'eau. Si on rentre dans le vif du sujet, donc pour traiter un vrac numérique, nous allons avoir différentes phases. La première phase, bien sûr, c'est une phase d'injection. C'est le fait d'aller déposer les documents électroniques dans le système. Après, nous aurons une phase de définition qui va vous permettre de définir un mapping de regroupement des métadonnées des fichiers et également de définir les règles d'exclusion des fichiers dits inutiles, notamment les fichiers temporaires ou les fichiers de cache, afin de pas forcément créer du bruit directement au sein du vrac. On va également avoir une étape d'extraction qui est une étape purement automatique, donc informatique, qui va, celle-ci, comme son nom l'indique, permettre d'extraire les métadonnées du fichier, le contenu et également calculer une empreinte associée. L'étape d'analyse, elle, est également une étape automatique et elle va permettre de faire un regroupement des métadonnées dites similaires, donc par rapport au mapping que vous aurez fait précédemment dans la phase de définition. Donc, en effet, il faut savoir que sur chaque fichier, vous pouvez avoir pour une même propriété des noms différents. On peut avoir par exemple tc2.creator pour certains fichiers, puis tc pdf.docinfo de .creator. Donc le but, c'est de les regrouper afin de simplifier l'affichage derrière dans l'application pour retrouver l'ensemble des documents associés pour une même métadonnée. Cette étape va également permettre d'identifier les doublons. Donc ici, on parle de doublons stricts par rapport à une empreinte en commun et l'identification de la langue. L'étape d'affichage et de classement, c'est une étape manuelle, plutôt côté utilisateur, où son but, ça va être de visualiser, télécharger, filtrer et trier selon différents axes les documents. On va pouvoir associer des étiquettes en fonction de ce qu'on a pu détecter sur chacun des documents,
associer des acteurs pour faire un travail collaboratif, si on veut par exemple se partager les différents documents, et également associer des classeurs quand on veut catégoriser les documents, par exemple pour avoir un sort final à la fin qui est il faut le renommer, il faut faire de l'archivage ou encore on fait de la destruction. La phase de traitement, il s'agit aujourd'hui d'exporter la liste des documents et les préconisations apportées afin par la suite de récupérer l'ensemble des documents. Donc notre application, comment elle va se dérouler? Nous avons dans un premier temps, bien entendu, un écran basique qui est un écran d'authentification. Donc avec une authentification simple, on a juste un identifiant et un mot de passe à renseigner, mais tout en respectant la sécurité avec les règles WASP. Et bien sûr, l'étanchéité, parce que vu que c'est une application qui sera disponible pour un ensemble de clients, il y aura bien entendu une notion de tenant qui va permettre de cloisonner les données de chaque client. Une fois connecté, on va arriver sur une page d'accueil qui, celle-ci, va vous permettre d'avoir une vision globale de votre vrac. Vous pouvez avoir une vue sur l'ensemble des vracs que vous avez créés dans l'application ou directement filtrer sur un vrac donné pour avoir des indicateurs particuliers. Nous allons avoir différents types d'indicateurs. Des indicateurs sont des méthodes sur ce qui aura pu être extrait de l'application, par exemple sur la langue, la taille, le format de fichier, des choses de ce type-là, et également sur ce que vous aurez pu appliquer comme préconisation, c'est-à-dire sur les étiquettes, les classeurs ou les utilisateurs. En dessous, vous avez une liste qui permet d'aller un peu plus loin, où on a une vision, on va dire, différente, où on montre pour chaque format de fichier quels sont le classement que vous avez pu opérer, quelles sont les étiquettes majoritairement données sur ce genre de format de fichier, et ainsi de suite. Donc, c'est un autre type de vue. Après, sur la partie des écrans d'administration, donc les écrans vont souvent avoir la même forme, vous verrez. Nous avons bien sûr la gestion des tenants. Donc ici, c'est plutôt un écran côté Spark Archive qui va pouvoir permettre de créer, on va dire, un cloisonnement d'un client. Mais on a la même chose côté création d'utilisateurs. Et donc, ça va permettre d'administrer ces notions-là. Donc, quand on parle d'administration, c'est des actions basiques qui vont être la création, la modification, la désactivation ou encore la suppression, simplement, de l'objet en question, l'utilisateur ou le tenant. Comment est décomposé l'écran? Vous avez tout en haut le nom de l'écran concerné. Vous avez le bouton qui va vous permettre d'avoir l'action principale, comme créer un utilisateur ou créer un tenant. Des filtres qui vont permettre d'affiner le tableau présent juste en bas. La possibilité d'afficher des critères complémentaires en cliquant dessus. Bien entendu, vous avez une notion de badge pour indiquer le nombre de critères renseignés, etc. Et le tableau, vous pouvez trier dessus. Et vous avez en fonction des objets, des codes couleurs, par exemple actif ou inactif, on n'a pas la même notion de couleur, et des actions raccourcies, qui sont les actions principales, par exemple pour éditer ou encore supprimer. Sur les écrans d'administration, vous allez également pouvoir administrer les autres référentiels que les utilisateurs, bien entendu. On va avoir la partie d'administration des étiquettes, des classeurs, ou des utilisateurs. Donc les étiquettes, c'est des tags que vous allez pouvoir attacher sur chaque document électronique pour simplifier derrière le travail à opérer dessus, pour pouvoir les regrouper et les rechercher. Et l'administration des étiquettes, vous voyez, c'est le même type d'écran. On a un bouton d'action et vous allez pouvoir avoir un code couleur pour chaque étiquette et on revient sur le même type de fonctionnement. Donc vraiment, le but, c'est de simplifier en ayant des écrans communs pour ne pas se perdre au niveau de l'application. Au niveau aussi du choix qui a été apporté, c'est de toujours garder le contexte sur lequel on est, c'est-à-dire de ne pas changer de vue. Le but, c'est pas que l'utilisateur ait besoin de systématiquement passer par le menu principal pour naviguer entre les différents onglets. Donc tout ce qui va être création ou modification, vous allez pouvoir le faire en restant toujours dans la vue sur laquelle vous trouvez. Donc là, j'étais sur la liste des étiquettes et j'ai décidé de fusionner deux étiquettes. Il y avait des étiquettes qui se ressemblaient. On souhaite les fusionner. Donc tout simplement, on a une bannière qui va s'afficher. On va vous demander de renseigner le nouveau nom de l'étiquette, le code couleur et enfin enregistrer pour fusionner tout simplement l'étiquette. La liste des documents, donc c'est un des écrans importants. C'est l'écran qui va contenir l'ensemble des documents électroniques qui auront pu être injectés. Donc celui-ci va s'alimenter au fur et à mesure que l'extraction des métadonnées et du contenu aura pu être opérée. Et par la suite, ça va vous permettre d'afficher l'ensemble des documents, bien entendu, de pouvoir les filtrer ou les trier. Et à la fin, vous aurez la possibilité de créer un vrac ou plusieurs vracs en fonction de la méthode dans laquelle vous souhaitez travailler. Si vous souhaitez, par exemple, diviser, parce que ce ne sera pas les mêmes équipes en fonction de la typologie documentaire ou en fonction de l'application source, vous avez la possibilité de créer des vracs différents afin de ne pas impacter le travail des autres. Vous pouvez également, si nécessaire, créer un seul vrac et mettre l'ensemble des documents dedans. Donc, ça sera vraiment à la convenance des utilisateurs.
Et enfin, donc l'écran principal, donc c'est là où on va passer normalement 90% du temps, c'est la liste des documents au sein d'un vrac. Et le but ici, ça va être de traiter son vrac numérique. Pour cela, du coup, on va avoir plusieurs possibilités. Bien entendu, il y a l'affichage et le classement de tous les éléments, la visualisation, l'organisation, la gestion des doublons et enfin l'association pour faire de la préconisation d'action. Si on rentre dans le détail de cette page-là, on a tout en haut le nom du vrac que vous aurez associé. On a un petit indicateur qui indique le nombre de documents que vous avez déjà classés, donc le nombre de documents que vous avez associés à un classeur pour opérer une action finale. Parce qu'on sait que le vrac, ça va être un travail qui va être assez long, potentiellement fastidieux. Donc le but, c'est aussi de montrer l'avancement que vous avez sur le traitement de votre vrac numérique. Ensuite, vous avez une action qui est voir la synthèse, qui va vous permettre d'afficher une carte signalétique, donc de synthèse des traitements effectués au sein du vrac. Et enfin, le bouton d'export, comme je vous disais précédemment, qui va vous permettre d'exporter les données du vrac. Sur l'écran, toujours dans le même écran, vous avez bien entendu toute une notion de recherche. Donc là, on a une recherche de base ici à gauche qui va permettre de rechercher sur tout ce qui aura pu être extrait précédemment, donc les métadonnées, le contenu des documents. Et vous allez également pouvoir, si nécessaire, cliquer sur Recherche avancée afin d'avoir des critères séparés sur chacun des champs et renseigner un ensemble de critères directement. Vous pouvez bien entendu, si vous avez des recherches qui sont redondantes, les enregistrer pour pouvoir les rejouer à votre prochaine connexion en cliquant tout simplement sur Enregistrer ma recherche. Quand vous allez passer le curseur de la souris sur la barre de recherche, on va vous afficher les 10 dernières recherches qui auront déjà été jouées. Donc vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour la relancer et également les recherches qui ont été enregistrées. Vous pouvez aussi faire mes recherches enregistrées s'il y en a plus. Ça va faire, comme tout à l'heure je vous disais précédemment, une bannière latérale qui va vous permettre d'administrer vos recherches enregistrées, donc la modifier ou encore les supprimer ou rejouer une qui est plus ancienne. Au niveau des documents, donc tous les documents seront affichés de la même manière. On aura une vignette qui correspondra à la première page de votre document, le nom du fichier et à droite les étiquettes que vous aurez pu associer ou que le système pourra associer. Ci-dessous, vous avez les utilisateurs qui ont été assignés au document. Donc, par exemple, si vous voulez que quelqu'un repasse dessus ou diviser le travail tout simplement. Le classeur associé, donc là, il n'y en a qu'un seul, c'est quelle sera l'action à opérer à la fin. La dernière modification et s'il y a eu une ou plusieurs règles de renommage du document qui lui ont été associées. En dessous, vous avez une extraction du contenu si elle est possible. Si elle n'est pas possible, on affichera l'extraction des métadonnées. Ça va dépendre aussi de comment est le document lors d'extraction. On ne peut pas toujours extraire l'ensemble des informations, notamment pour des images, il n'y aura pas de contenu. Et en dessous, le chemin, donc le chemin où était présent le document, qui peut aussi être une source d'information lors du traitement du vrac numérique. Et juste en dessous, vous retrouvez un ensemble d'actions. Donc le petit drapeau ici, c'est pour vous dire qu'il s'agit d'un document principal et qui contient des documents en doublon. Donc ici, comme je vous disais précédemment, c'est des doublons stricts. Donc c'est des documents qui ont exactement la même empreinte. Et vous allez donc, vu qu'ils ont la même empreinte, c'est-à-dire qu'ils ont le même contenu, les mêmes métadonnées. Donc à partir de là, ce qui a été fait comme choix, c'est d'afficher uniquement les documents dits principaux. On va en choisir un, il sera considéré comme documents principaux. Il aura le petit drapeau. Et les autres seront affichés en dessous quand on clique sur « Afficher les doublons ». Vous pouvez cliquer sur « Visualiser » si vous voulez avoir tout simplement la visionneuse de votre document. Et quand on affiche les doublons, hop, vous retrouvez ici la liste, le nombre, bien sûr, de doublons associés au document, l'ensemble des documents avec le chemin sur lequel se trouve le document en doublon. Et là, vous allez avoir deux types d'actions. La première, c'est de dire que ce document-là, avec ce chemin-là, vous souhaitez que ce soit le document principal. Dans ces cas, il suffira de cliquer sur le drapeau, il repassera comme document principal. Et si jamais, pour une raison X ou Y, vous ne souhaitez pas supprimer l'ensemble des doublons et vous souhaitez conserver quelques doublons pour avoir des traitements particuliers, par exemple pour le mettre dans des systèmes différents, il est possible de le désassocier du document principal afin que vous puissiez le taguer comme un document principal et faire les mêmes actions que l'autre document d'origine. Au niveau des facettes, on a deux types de facettes. On a des facettes qui sont les facettes qui vont vous permettre de faire de la recherche et de la préconisation, donc notamment les étiquettes, les utilisateurs, classeurs et traitements. Et donc ces dernières ont deux modes de fonctionnement. Elles vont permettre de lancer une recherche quand on est en mode recherche et elles vont permettre de faire de l'association quand on est en mode sélection. Ce qui n'est pas le cas des autres facettes qui vont être générées automatiquement, notamment la langue et le format de fichier, qui elles vont uniquement permettre de faire de la recherche. On ne va pas réassocier un nouveau format à un document existant, bien entendu.
Comment ça se fonctionne? Eh ben, quand on clique sur une facette, hop, la pop-in va s'ouvrir et là, vous allez avoir différents modes de recherche. Tout d'abord, en haut, vous allez pouvoir dire si vous souhaitez faire une recherche en et ou en ou. Est-ce que le document doit contenir les 2 ou 3 étiquettes renseignées ou ça peut être l'une ou l'autre? Et en dessous, vous retrouvez les étiquettes avec le nombre d'occurrences correspondantes par rapport aux résultats de recherche associés. Quand vous tapez, vous pouvez bien entendu taper du texte pour retrouver une étiquette en particulier. Donc là, si je tape archivage, on va vous remonter les 2 étiquettes associées, toujours par rapport aux résultats de recherche. Et vous allez pouvoir les sélectionner, hop, et cliquer sur appliquer pour lancer un filtre dessus. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est lorsqu'on fait une sélection. Donc, lorsqu'on va sélectionner des documents, hop, on voit que l'encadré change. Vous n'avez plus un mode de recherche, vous passez en mode de sélection. On vous dit le nombre de documents sélectionnés. Et là, on retrouve que les étiquettes qui ont du sens dans ce mode-là, qui vont vous permettre justement de faire de l'association. Donc le fonctionnement va être un peu différent. Quand on ouvre la pop-in d'étiquette, on retrouve à peu près le même fonctionnement avec quelques différences, notamment le fait qu'il n'y a plus de et ou de ou, parce qu'il n'y a pas de recherche associée. Et bien sûr, quand vous tapez en recherche, hop, on va vous remonter les éléments associés. De la même manière, vous pouvez les sélectionner afin de les associer directement. L'autre subtilité, c'est comme je vous disais précédemment, c'est qu'on ne souhaite pas que l'utilisateur change d'écran systématiquement, parce qu'on sait qu'on perd le contexte et que c'est toujours difficile de revenir sur ce qu'on était en train de faire. Donc, si jamais l'étiquette n'existe pas, donc quand vous allez taper quelque chose et que l'étiquette n'existe pas, vous avez un bouton « Créer » qui s'affiche directement dans la pop-in afin de vous permettre de créer cette étiquette. Là, je vais renseigner. Vous renseignez le libellé. La couleur, elle va être proposée automatiquement, une couleur qui n'a pas été encore utilisée. Et le petit bouton vous permet de mettre une autre couleur aléatoire qui n'a pas été utilisée. Et si jamais vous voulez une couleur personnalisée, vous avez un panel de couleurs qui s'affiche vous permettant de la sélectionner. Vous cliquez sur enregistrer pour créer l'étiquette et à partir de là, vous pouvez la sélectionner pour l'appliquer, cette nouvelle étiquette. Et ça, forcément, sans avoir besoin de repasser par l'écran d'administration, de gestion des étiquettes. Sur la partie détail d'un document, donc c'est un écran également important parce que vous allez avoir une vision complète de ce que peut contenir le document et pas en format liste dans un résultat de recherche. Et donc celui-ci va vous permettre de voir l'ensemble des métadonnées, des préconisations, la visionneuse du document ou encore l'extraction du document. Si on rentre un peu plus sur l'écran, vous avez en haut le nom du fichier, toujours pareil. Vous avez une action pour voir les doublons associés. Vous pouvez bien entendu le télécharger ou passer au document précédent ou suivant de votre résultat de recherche, sans changer d'écran toujours. Et après, l'écran est décomposé en deux manières. Vous avez à gauche un ensemble de sous-onglets qui va contenir des informations du document et à droite, la visionneuse de votre document. À gauche, vous avez donc quatre onglets. Vous avez le détail qui va réafficher les informations de traitement et de préconisation de votre document électronique. Vous avez bien entendu la possibilité de faire des modifications. L'onglet contenu, c'est une extraction brute texte du document. Les métadonnées, comme on disait précédemment, on a les métadonnées qui ont été regroupées dans le mapping, plus les métadonnées d'origine. Et les notes, c'est un champ texte qui va être disponible côté utilisateur pour ajouter de l'information si nécessaire, de la précision sur chacune de ces documents. Une fois dit tout ça, voilà, une partie des éléments ont été mis en place, qui permet déjà d'analyser les documents électroniques. Et bien entendu, on ne compte pas s'arrêter là. Il y a déjà pas mal de sujets qui sont dans la backlog pour continuer à avancer sur le produit. Sur les années à venir, on a bien entendu la gestion des thésaurus. Donc là, le but, c'est de pouvoir importer un ou plusieurs référentiels clients, que ce soit un plan de classement ou d'autres choses, des mots-clés peut-être liés à l'entreprise directement dans l'application, afin par la suite aussi de les faire reconnaître par rapport au contenu des documents, pour taguer automatiquement par rapport à ce référentiel-là. Le deuxième aussi, c'est la gestion des documents similaires. Aujourd'hui, comme je vous disais, la reconnaissance, c'est uniquement par rapport à l'empreinte, donc c'est des doublons stricts. Demain, le but, c'est pour un document de pouvoir lui dire « montre-moi l'ensemble des documents similaires avec un pourcentage de similitude ». Il y a également la réorganisation active du braille. Donc là, on est sur l'association de règles de nommage, par exemple, mais de pouvoir le faire automatiquement à partir d'étiquettes communiquées ou d'un classeur donné. Il y a la passerelle avec le SAE, comme le disait Pierre précédemment. Aujourd'hui, c'est une des solutions qui est intéressante au niveau RSE. Donc, bien entendu, à un moment donné, il y aura un ensemble de documents à valeur probante ou légale qui devront être conservés. Donc, il faudra faire des passerelles avec une solution d'archivage pour pouvoir archiver ces documents-là. L'automatisation de règles sur les contenus.
Et également sur 2025-2026, il y a des réflexions sur la partie intelligence artificielle. On sait bien entendu que ça consomme, mais ça peut également apporter beaucoup en plus sur la partie reconnaissance des fichiers électroniques. La gestion des entités nommées, le clustering de contenu. Donc là, le but, c'est pour, à partir du contenu des fichiers, arriver à recréer une arborescence, une catégorisation des documents pour simplifier l'aide à la décision des utilisateurs. Donc, faire des regroupements à partir du contenu. Donc ça, c'est des sujets où on travaille déjà, hein, on travaille déjà sur l'intelligence artificielle et sur le clustering. Donc il faut voir comment ça peut être mis en place pour pas non plus qu'il y ait, pour qu'il y ait une fiabilité assez élevée pour que ce soit intéressant à être mis en place. Parce que souvent, c'est les choses où il faut se méfier. Et enfin, l'identification des images, comme on peut voir de plus en plus sur les matériels qu'on peut utiliser aujourd'hui, quand on met des images, on arrive à récupérer des mots-clés par rapport à l'image. Donc il y a également ce chantier-là. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur cet outil. Eh bien, écoutez, merci Quentin de nous avoir présenté cet outil. Donc, le nom, c'est Zero Vrac, c'est ça? Ouais. Oui. Alors, on a quelques questions et vous avez, alors le défi, ça va être d'y répondre en max 30 secondes pour chacune. Ok, vous êtes prêts à relever le défi? Je vais essayer. Donc voilà, c'est le défi. Alors la première, est-ce qu'il existe un indicateur origine du service ou direction, en gros service producteur ou service de versement? Aujourd'hui non. Après ça va dépendre aussi de la manière dont sont constitués les fichiers dans le répertoire source. Si ça peut être au niveau des métadonnées, des choses qu'on peut récupérer. Sinon, après, ça peut être au niveau des thésaurus par rapport à des termes qui pourraient être présents dans le contenu. Mais il n'y a pas de magie à un moment donné. Soit l'information est présente dans les métadonnées, soit on peut la déceler à partir du contenu, ou sinon, ça sera aux utilisateurs de le mapper eux-mêmes. D'accord. Alors, autre question. Dans l'onglet « Voir la synthèse », ça permet quoi exactement? Parce que finalement, je crois que certains n'ont pas bien compris. Ça permet de voir... Voir la synthèse, le but, c'est un peu comme sur la page d'accueil, mais directement sur le VRAC. Ça va vous permettre de résumer les étiquettes les plus utilisées, de remonter un certain nombre d'indicateurs comme le classement, mais directement sur cet écran-là, sans avoir besoin toujours de changer d'écran. Donc, c'est vraiment un résumé de ce qui a pu être fait sur le VRAC numérique. D'accord. Est-ce que les étiquettes correspondent à un plan de classement reprenant de grandes fonctions de gestion? Alors aujourd'hui, les étiquettes sont manuelles. C'est une action qui va être possible côté utilisateur d'associer des étiquettes. Donc c'est en fonction de ce que vous avez besoin de faire, j'ai envie de dire. Ça peut être un plan de classement. Après, sur la partie plan de classement, ça sera plutôt par rapport à ce que je vous disais qui est prévu prochainement, qui est la gestion des thésaurus. C'est-à-dire plutôt, on va importer un plan de classement qui est existant dans votre organisation et on va le mapper avec de l'algorithmie ou avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir les aiguiller et vous dire « Ah bah, ce document, il semble faire partie de cette entrée du plan de classement. » Et après, vous aurez la possibilité de le valider ou non. D'accord. Et ben justement, quelle est la part du travail dans tout ça, du travail manuel et du travail automatisé? Alors, c'est pas évident hein, comme question. Alors aujourd'hui, vu que le but c'est de sortir un premier outil, il y a surtout beaucoup d'actions manuelles. La première action automatique, ça va être les fonctionnalités de base qui sont attendues pour un traitement du VRAC numérique, qui sont l'extraction des informations, la détection de la langue, des doublons et des choses de ce type-là. Après, toute la partie identification, réorganisation, elle est plutôt manuelle, mais on est déjà en train de travailler justement sur l'automatisation parce que c'est la deuxième pan. Mais on ne peut pas avoir que de l'automatisation parce que de toute façon, l'humain doit forcément à un moment donné intervenir pour notamment valider ou vérifier ce qui aura pu être fait de manière automatique. D'accord. Alors, pour les autres questions, ce que je vous propose, c'est que je les transmette à Solveig et Quentin et qui, comme ça, ils pourront vous répondre en direct. Je pense que vous allez avoir d'autres sessions de démo qui vont être programmées parce que je pense qu'il va en falloir d'autres pour répondre aux questions. Et la sortie est prévue quand exactement? Fin juin, après la commercialisation, on commencera vraiment à partir de début septembre, mais cela n'empêchera pas de faire justement des démos durant la période estivale. Donc surtout, n'hésitez pas. Exactement. Ah ben voilà. Bah, de toute façon, les coordonnées de Solveig et Quentin vous seront transmises, hein, ceux qui nous écoutent, comme ça vous pourrez les contacter, organiser des démos. Mais en tout cas, merci. Bah voilà, en plus ils sont là.
Mais de toute façon, vous en faites pas, on vous les transmettra par la suite. Merci à tous les deux de nous avoir apporté une réponse à cette question du traitement des vracs numériques. Pierre, eh bien, tu restes avec nous. Solveig, à bientôt. Quentin aussi. Et puis à une prochaine fois. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, Solveig. À bientôt, Quentin.